Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur Ping, qui est un podcast sur le leadership et sur le care. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Cédric Riggenbach, qui est, entre autres, le fondateur de la fresque du climat, qu'on connaît toutes et tous aujourd'hui. Et ça, rien que ça, c'est un succès incroyable, j'ai l'impression. Qu'est-ce qui, Cédric, t'a donné envie de faire cette fresque ? Alors moi, ça faisait un certain temps que, quand j'ai créé la fresque, ça faisait un certain temps que je donnais des cours et des conférences sur le climat. Et donc c'était essentiellement sous forme de PowerPoint, une conférence d'1 heure ou un cours d'une journée. Et par ailleurs, je savais que le jeu, c'est un très bon outil pédagogique. Je savais ça notamment parce que j'avais créé dans le passé un autre jeu pédagogique qui s'appelle Carpe Vinum sur la dégustation du vin. Et qui était aussi basé sur l'intelligence collective, sur le fait qu'on est plusieurs à essayer de répondre à des questions, à se tromper, à tâtonner, à ne pas être d'accord, à chercher ses mots, etc. Et donc un jour, pendant que je donnais une journée de cours à des amis et des contacts professionnels, j'ai testé ce principe, c'est-à-dire j'ai imprimé des graphiques du GIEC pour qu'ils puissent retrouver tous les liens qu'ils pouvaient trouver entre ces graphiques, qui essaient de comprendre l'articulation de cette dynamique des changements climatiques. Je les ai laissés jouer avec ça, j'ai écouté les conversations, et là je me dis c'est nickel, ce qui se passe là, leurs discussions, leurs tâtonnements, leurs hésitations, c'est comme ça qu'on apprend. Et à partir de ce jour-là, j'ai dit ce format, je le réutilise à chaque fois. À chaque fois que je donne des cours, j'utilise ça. Et ça m'a permis de l'améliorer à chaque utilisation, jusqu'à ce qu'il devienne la fresque du climat. À l'époque, il ne s'appelait pas d'ailleurs. Hein. Oui, j'allais dire. Non, il s'appelait. C'est un petit truc, c'est un petit outil juste pour moi. Et puis quelques mois plus tard, j'ai eu l'occasion d'avoir d'autres animateurs qui m'ont aidé à animer. Je l'ai prêté à des amis, etc. Et puis ça finalement, ça a fini par décoller. Et c'est très fort parce qu'en fait, le sujet du climat, il y a certaines personnes qui disent qu'aujourd'hui, le discours qui a gagné, c'est un discours climato-sceptique. C'est Nicolas Wallenhorst, entre autres. Ah bon, moi j'ai pas l'impression. Ouais. Parce qu'en fait, ce qu'il dit, c'est que finalement, majoritairement, les gens ne changent pas, en fait. Ils entendent, ça, c'est autre chose. Ouais. Ils entendent les sujets, plus ou moins, ils comprennent plus ou moins, mais ils ne changent pas leurs habitudes. C'est pour ça qu'il dit ça. Ouais. Et ce que je trouve très fort, c'est que c'est un sujet qui clive énormément. Et toi, tu as réussi à développer une méthode qui aujourd'hui se développe même au niveau international, finalement. C'est pas que national. Et qui est appliquée dans les écoles, dans les entreprises, un peu partout. Et qui fait foi, entre guillemets, sur l'apprentissage des problématiques du climat. Oui, c'est pas clivant, c'est relativement incontestable. Déjà parce que c'est basé sur les rapports du GIEC. Ouais. Mais pas seulement ça. Parce que des climato-sceptiques, ils vont dire, les rapports du GIEC, j'y crois pas, le GIEC, ils sont vendus, c'est les gouvernements qui décident, etc. Voilà. Comme si les gouvernements allaient chercher à faire croire qu'il y a un changement climatique, alors que bon... oui, non, on peut se dire que... c'est pas vraiment leur préoccupation première. Non. Donc, les climato-sceptiques pourraient remettre en cause les rapports du GIEC. Mais la fresque, ça reprend des liens de cause à effet qui, chacun individuellement, sont évidents. Voilà. On réchauffe l'air et l'eau, il y a plus d'évaporation. C'est de la physique. Voilà. 1 degré égale 7% d'évaporation en plus. Voilà. C'est connu. On demande à n'importe quel physicien, il va vous le confirmer. Si ça chauffe, ça fond. Voilà, on l'a tous vu. Bon, et tous ces petits trucs qui mis bout à bout, chacun individuellement sont incontestables. Là, avec la fresque, on construit le truc. Et à la fin, au début, on voit les activités humaines, à la fin, on voit les conséquences sur les humains, et chacun des bouts des liens de cause à effet est simplissime, évident, incontestable, et du coup, à la fin, on a fait soi-même la démonstration de ce qui va se passer. C'est pas seulement que c'est basé sur le GIEC, c'est aussi que la décomposition, ensuite, elle va s'imposer à tous les participants qui, en plus, ont été acteurs de cette reconstitution des faits. Et à la fin, la conclusion est claire. Et tu parlais d'intelligence collective. C'est quoi, pour toi, la place de cette intelligence ? Parce qu'on l'a vu pendant il me semble, quand il y a eu la Convention citoyenne, on avait, entre autres, des climato-sceptiques dans le groupe. Tout à fait. Et l'intelligence collective... 150 personnes, statistiquement, il y a des climato-sceptiques. Voilà, statistiquement, c'est forcé. Surtout tiré au sort, quoi. Voilà, complètement. Et en même temps, il me semble que c'est
d'un côté la connaissance et d'un autre côté l'intelligence collective qui leur a permis d'arriver à des propositions qui étaient hyper pertinentes finalement. Bon, qui n'ont pas été suivies, mais ça c'est une autre discussion, mais j'aimerais bien t'entendre sur l'intelligence collective un tout petit peu. Ouais, dans la fresque, elle intervient à 2 moments. Elle intervient pendant qu'on fait cet atelier voilà, ce travail intellectuel de prendre les cartes, les lire, les disposer ensemble. On doit décider ensemble où est-ce qu'on va poser chacune des cartes. Donc là, ça intervient donc surtout sur le plan pédagogique. Parce qu'on va hésiter, on va chercher ces mots, ça c'est hyper important. On n'est pas d'accord, on va chercher ces mots pour convaincre l'autre, et là on est vraiment dans quelque chose qui va ancrer dans notre cerveau ce qu'on a compris, ce qu'on est en train de comprendre, etc. On se trompe, on se corrige. Donc là c'est quelque chose qui marche très bien pour le côté pédagogique. Ça c'est la première phase de l'atelier. La deuxième phase de l'atelier, entre les deux, il y a une partie créative aussi. Donc là, ça peut être plus individuel, les dessins, mais ça peut aussi être plus collectif. Et notamment, quand on doit choisir un titre, là, c'est un travail aussi collectif qui est très intéressant, très pertinent. Et la deuxième moitié de l'atelier, ça consiste à discuter des solutions. Et là aussi, l'intelligence collective, elle joue un rôle très important. Notamment, le côté groupe, en fait. On est un groupe et on décide rien à ce moment-là, on débat. On débat, mais on s'influence. Et c'est génial d'ailleurs d'être dans le rôle de l'animateur parce que on va avoir un participant qui va balancer une réflexion. Ouais, mais c'est pas notre faute, de toute façon, c'est la faute des Chinois, ils sont trop nombreux. Voilà. Et l'animateur, il a les lèvres qui le brûlent de répondre. Et en fait, il faut qu'il attende 10 secondes de plus parce qu'en fait, la réponse, elle vient des participants. Il y aura quelqu'un d'autre pour lui dire « Non, mais d'accord, mais les Chinois, ils fabriquent ton iPhone et c'est toi qui l'achètes. » Enfin, il va y avoir une réponse de la part des participants. Donc, le groupe est intelligent. Voilà. On met les gens autour de la table, il y a de l'intelligence dans le groupe et l'animateur, il est là plutôt pour distribuer la parole, faire en sorte qu'on se respecte, qu'on s'écoute, on se parle correctement et l'intelligence va émerger du groupe. Et c'est donc ce deuxième moment d'intelligence collective, c'est cette discussion pour que on puisse, donc à la fois, il faut que les choses s'expriment. Donc les gens, celui qui avait envie de dire que de toute façon on n'y peut rien, c'est la faute des Chinois ou de, je sais pas quoi, des Américains, tout ce qu'on veut, peu importe. Il avait besoin de le dire et il faut qu'il le dise. Mais après, le groupe va pouvoir entourer cette personne, l'amener vers autre chose. Et ça, c'est très très important parce qu'on est des animaux sociaux. Et ce que nous pensons est influencé par ce que pensent les gens autour de nous. Et donc un groupe entier qui réfléchit au sujet, voilà, qui se cherche, qui tâtonne, etc., ce groupe va réussir à avancer en tant que groupe. Et le but de l'animateur, c'est que tout le monde reparte en se disant « j'ai compris que je peux faire quelque chose. » Et je repars en ayant envie de faire quelque chose. Tu sais combien il y a eu de fresques du climat qui ont été faites ? Enfin, parce qu'en fait, maintenant, ça se démultiplie tellement que... Alors, on sait, parce qu'on a un compteur. Les animateurs qui animent des fresques, ils doivent remplir un compteur. Et le compteur est en train de se rapprocher de 1 million de participants. Wow. Donc, on va fêter ça courant courant avril. D'accord. Courant avril, on va fêter le fait d'être arrivé à 1 million de participants. Et on aura mis 5 ans à passer de 1000 personnes à 1 million de personnes. C'est incroyable. Comment tu sens, parce que toi tu en fais encore de temps en temps, des fresques du climat. Oui, j'en fais souvent, oui. T'en fais souvent. Comment tu sens l'appropriation par les dirigeants des entreprises ? Parce que j'ai la sensation, mais je me trompe peut-être, que parce qu'on est des animaux sociaux, et aussi parce que les conséquences du changement climatique, on les voit maintenant de manière concrète en France aussi, ce qui n'était pas le cas il y a 5-6 ans. Ou en tout cas, on ne le voyait pas vraiment à l'œil nu, on va dire. On voyait moins de moucherons, etc., mais on était plutôt content de ne pas les voir. Comment ils réagissent, comment ils évoluent dans leur pensée par rapport à ces problématiques ? Les décideurs économiques ? Ouais. En fait, un peu comme les autres. ça reste des humains. Ça reste des humains, exactement. C'est vraiment l'enseignement, quand on anime dans une entreprise, on se dit, j'ai en face de moi des salariés, et puis en fait, le débat, c'est un débat entre citoyens. Voilà. Les gens s'expriment comme citoyens. Et l'animateur, quelquefois, il est là, oui, bon, d'accord, mais
Oui, mais dans votre boîte. Là, vous me parlez de ce qu'on peut faire à titre individuel, vous me parlez de ce qu'on peut faire au niveau politique, etc. Mais parlons un peu du business model de votre entreprise. Donc, c'est pas vers ça que la discussion va naturellement. D'accord. Bon, maintenant, quand on intervient, moi, j'interviens très souvent dans des COMEX de grandes entreprises. Et donc là, on a des gens qui réagissent premièrement en tant qu'humains, en tant que parents, en tant que voilà, ils sont inquiets pour leurs enfants, ils sont concernés, ils sont en colère, et donc ils réagissent d'abord comme ça. Et puis on lance la discussion. Et puis au cours de la discussion, évidemment, on essaie de l'amener progressivement vers et vous, votre entreprise, votre business model, etc. Et on a des réactions, alors très variées. N'empêche qu'on a des réactions. Moi, les réactions qui m'impressionnent le plus, c'est des réactions de véritables leaders qui disent voilà, moi, je comprends. Je suis à la tête de cette entreprise. Je comprends qu'en tant que citoyen, j'ai un rôle à jouer et je vais assumer ce rôle en tant que décideur dans mon entreprise, en tant que patron de cette entreprise. Je vais assumer ma responsabilité de citoyen à mon poste et on va aller dans cette direction. Donc, ça va être des décisions qui peuvent consister à baisser l'empreinte carbone de l'entreprise, ça c'est bien, mais c'est aussi des décisions qui vont consister à dire, en fait, mon entreprise, elle sert à quoi ? Elle sert à quoi et elle joue quel rôle dans la transition ? Est-ce que demain elle existe encore si le monde fait la transition ? Est-ce qu'elle est du côté des solutions, auquel cas il faut accélérer ? Est-ce qu'elle est du côté du problème, auquel cas il faut se poser des questions, trouver un autre business model, aller dans une autre direction ? Et on voit... pas tout le temps, mais on voit de plus en plus des patrons qui se posent en véritables leaders et qui disent, en tant que leader dans ma boîte, j'emmène mon entreprise dans une direction parce que j'ai décidé en tant que citoyen qu'il fallait qu'on joue ce rôle-là. Et après, la fresque va être un outil pour eux, pour embarquer toute la boîte. Bien sûr. Parce qu'ils ne peuvent pas seuls décider, tu as beau être le patron de ta boîte, je sais de quoi je parle, tu ne décides pas tout seul dans une direction si tu n'as pas les autres avec toi. Et bien la fresque, elle va servir à démultiplier la prise de conscience, la connaissance et la prise de conscience dans l'entreprise, de manière à ce que l'ensemble des collaborateurs adhèrent, achètent et aillent dans cette direction. Et donc quand on a des entreprises qui nous demandent un déploiement à large échelle de la fresque, c'est en général parce qu'elles ont un plan, elles ont une décision, un plan d'action pour décarboner ou réorienter le business model. Et elles ont envie d'embarquer tous les collaborateurs dans cette direction. Et tu dirais, moi c'est ce que je ressens, mais encore une fois, je me trompe peut-être parce que c'est très empirique, et tu vois plus d'entreprises que moi, je pense, que ça s'accélère. C'est-à-dire que les leaders d'entreprise, aujourd'hui, plus que d'avoir pris conscience, ils veulent agir, c'est-à-dire ils veulent changer leur business, ou est-ce que c'est très... ça dépend vraiment des personnes. Oui, alors ça s'accélère, clairement. Donc, on parlait tout à l'heure d'il y a 5 ans, quand il n'y avait encore que 1000 personnes qui avaient joué. Il y a 5 ans, il y a eu un événement qui a permis de prouver le passage à l'échelle, la capacité de passer à l'échelle de la fresque. Et ce jour-là, on a fait jouer 900 étudiants. Donc, on est passé en gros de 1000 à 2000 participants. 100% de croissance à peu près ce jour-là. Et ça a été le déclencheur de toute la suite. Et donc, on a fait fois 1000 en 5 ans depuis cette date-là. Oui, ça s'accélère. À l'époque, moi, on était quelques fresqueurs, quelques animateurs de la fresque, on ne s'appelait pas encore fresqueurs, à de temps en temps réussir à vendre une prestation pour une entreprise parce qu'il y avait quelqu'un dans un coin très motivé, qui avait lu Jean Covici, qui voulait faire un truc sur le climat et qui avait entendu parler de nous. De temps en temps, on vendait une prestation. Voilà. Aujourd'hui, moi je suis contacté, et puis d'autres aussi, directement par des boîtes qui veulent faire jouer le COMEX en direct. Ils ont fait 3 fresques avant, et ça suffit pour dire maintenant on va faire jouer le COMEX. Donc c'est vraiment très impressionnant. Et on se retrouve devant le comité exécutif d'une très grande entreprise qui dit on va tester la fresque, on va le faire nous. C'est aussi parce que leurs petits camarades l'ont fait, il y a un effet d'entraînement. Et après ça, on va décider qu'on le déploie dans le reste de la boîte. Incroyable. Et comment tu vois Pardon, je te pose plein de questions, mais en fait c'est le but en même temps. Oui, c'est un peu le principe de l'interview. Comment tu vois l'appropriation à l'étranger par rapport à la France ? Alors, l'appropriation à l'étranger, ça avance déjà. Donc, quelques chiffres sur l'étranger. Le jeu a été traduit dans
45 langues déjà aujourd'hui. C'est des animateurs qui sont bilingues, qui nous ont aidés à traduire, ou des traducteurs pros, en général bénévoles, qui ont fait le travail. On est présent. Alors, on est présent au sens où il y a des animateurs dans, je crois que c'est plus de 120 pays, et il y a des référents locaux, des gens qui représentent officiellement l'association de la fresque bénévolement, dans plus de 50 pays. Voilà, donc, on est déjà présent au niveau international. Et le but pour la suite, ce sera que des pays puissent chacun créer une association, comme nous on a une association en France, alors qui gère le projet global pour l'instant, mais que chacun des pays puisse dire, moi je veux mon association, alors ça peut être une asso, une entreprise, une fondation, il n'y a pas de limite pour l'instant sur les statuts, et qu'ils puissent ensuite déployer, utiliser l'outil, la marque, la propriété intellectuelle, etc., pour diffuser dans son pays. Donc ça c'est le projet d'internationalisation. Comment ça se passe ? Alors il faut aussi relativiser les choses et se dire que dans même les pays les plus avancés, on est à peu près là où était la France il y a 5 ans, voilà, ou à peine moins. Donc voilà, ça c'est encore à plus petite échelle, mais ça avance. Et alors c'est vrai que ça dépend beaucoup de la culture du pays. Bah oui. On va avoir, par exemple, les États-Unis où ça risque pas de marcher partout. Quand ça marchera bien, mais il y a un certain public auprès duquel ça risque pas de bien marcher. Mais en contrepartie, aux États-Unis, quand on vend une fresque, il paraît qu'en dessous de 5 000 €, c'est pas crédible, et donc il faut les vendre très très cher pour être pris au sérieux. Voilà. Donc c'est le truc assez paradoxal. En Chine, alors moi, il se trouve que pour des raisons professionnelles, il y a 5 ans, j'étais beaucoup allé en Chine pour un projet académique, et j'en profitais à chaque fois pour rester un certain temps et essayer de diffuser la fresque. Donc, j'avais déjà mis un petit effort, moi, à l'époque, là-bas. J'étais reparti en laissant derrière moi quelques référents locaux, formateurs de la fresque, voilà. Et ça avançait très lentement. Voilà, je suis en contact avec ces personnes qui ont pas lâché l'affaire, qui ont redoublé d'efforts. Et pour autant, ils ont eu beaucoup de mal à ce que ça perce, parce que c'est pas la culture des Chinois que de créer des assos, que de faire des choses citoyennes, etc. J'ai une collègue qui est russe et qui me dit pareil, qu'en Russie, c'est super bizarre de faire un atelier comme ça, où c'est des participants qui vont faire le travail, ils confondent avec une conférence, ils comprennent pas qu'on puisse partager ses opinions sur un sujet, etc. Enfin, culturellement, c'est super loin de ce qu'ils ont l'habitude de faire. Donc, on va voir comment ça va se passer dans les différents pays. On va devoir probablement s'adapter un petit peu sur la façon de diffuser dans chaque pays, en essayant de ne pas trop toucher au cœur du dispositif et de l'atelier. Mais en effet, il y a un gros challenge pour gérer les différences culturelles. J'imagine. Est-ce que tu penses que, dans le triptyque, en tout cas la société elle est structurée dans un triptyque de société civile, entreprise et politique, est-ce que tu crois que les entreprises ont un rôle plus important à jouer, ce qui est ma conviction, mais en tout cas à court terme, dans le triptyque, c'est entre les trois, est-ce que tu penses que les entreprises ont un rôle majeur à jouer pour accélérer, je ne sais pas comment appeler ça, j'aime pas trop le mot de transition, mais en tout cas la transformation. Oui, je pense que les entreprises ont un rôle majeur à jouer. Alors vraiment, tout le monde a un rôle à jouer. C'est-à-dire que c'est pas l'un ou l'autre. Maintenant, la question, c'est quand même dans cette dynamique, surtout que les uns influencent les autres, ou les uns bloquent les autres aussi. Les deux en même temps, voilà. Et les uns attendent les autres, surtout. Aussi, il n'empêche que moi je sens aussi aujourd'hui que c'est du côté des entreprises qu'il y a le plus de potentiel, de dynamique, de capacité d'agir. Voilà. On a des citoyens qui doivent, donc il faut sensibiliser les citoyens, et les citoyens à titre perso doivent faire une partie du travail qui consiste à dire il y a plusieurs façons de réduire son empreinte carbone. On peut changer le mix électrique, on peut faire de l'efficacité, on peut aussi faire de la sobriété. Et la sobriété, par exemple, consommer moins, c'est dans les mains des consommateurs et des citoyens. En tant que citoyen, il faut qu'on se pose la question, est-ce que j'ai vraiment besoin d'acheter cet objet, d'acheter ce service, etc. Tout objet, tout service est carboné, et donc la question c'est est-ce qu'on en a vraiment besoin. Et ça, c'est la première question, et la transition
énergétique, à mon avis, elle doit démarrer par là. D'abord, consommer moins. Après, consommer mieux. Et après, décarboner tout ce qu'on produit, etc. Voilà. Il y a plusieurs choses à faire, mais la première brique, la première chose, c'est commençons par arrêter de consommer des trucs qui servent à rien. Voilà. Tout ce dont on peut avoir besoin aujourd'hui, ce sera une consommation qui est au détriment des besoins fondamentaux d'une autre personne sur Terre, parce que l'humanité a un budget carbone qui est limité. Voilà. Donc mes caprices d'occidentaux fortunés aujourd'hui, là, maintenant, c'est au détriment des besoins fondamentaux d'une autre personne sur Terre qui juste essaye de survivre. Voilà. C'est quand on prend conscience de ça, on commence par questionner son mode de vie. Alors, ça, c'est la première question sur les citoyens. Ensuite, il y a différents rôles. Sur les différentes façons de décarboner, chacun a son rôle. Les entreprises ont un rôle à jouer, notamment en changeant de business model de manière à ce qu'à chaque fois qu'on a produit quelque chose, il soit utilisé le plus possible. Donc, on fabrique une voiture, autant qu'il y ait plusieurs personnes qui roulent dedans, autant aussi qu'elle serve le plus possible dans la journée, qu'elle ait peut-être plusieurs utilisateurs, et qu'elle dure le plus longtemps possible aussi. Donc, chaque fois qu'on produit quelque chose, il faut que ça serve à plus de monde, plus longtemps, etc. Parce que c'est un impact direct sur combien on produit de choses. Et ça, c'est une question à la fois d'habitude, donc ça intéresse les utilisateurs, les consommateurs, mais ça intéresse aussi les entreprises parce qu'il faut inventer les business models autour de tout ça. Les entreprises, elles ont aussi en charge de jouer, par exemple, sur l'efficacité énergétique de ce qu'elles produisent. Et donc ça, c'est leur travail habituel de décarbonation, scope 1 et 2, etc. Et l'autre grande façon de changer, de décarboner l'ensemble, c'est aussi, et je le mets en dernier exprès, c'est aussi de décarboner l'énergie. Et ça, c'est un peu à la main des entreprises qui vont mettre des panneaux solaires sur leur toit, d'accord ? Mais c'est surtout à la main de l'État qui gère le parc nucléaire, les quelques centrales au charbon qui nous restent, au gaz, etc. Le mix énergétique national est plus dans les mains des États, des régions aussi un petit peu, et puis des entreprises. Et donc voilà, chacun a un rôle à jouer. Et c'est vraiment pas l'un ou l'autre, mais l'un et l'autre, et c'est aux trois de jouer. Maintenant, en termes de dynamique, je suis d'accord avec toi, les entreprises, ça bouge. Il n'y a pas à dire, ça bouge. Mais les citoyens, à son rythme aussi. Les politiques, on sent, parce qu'en fait, on a, en 5 ans là, de travail avec la fresque, on a vu des citoyens, des entreprises et maintenant des politiques. Et on sent que les politiques eux-mêmes, donc on voit des conseillers ministériels, on voit des ministres, on voit des gens dans les collectivités locales, etc. On sent qu'eux-mêmes, ils sont bloqués par énormément de choses, par une rigidité du système, des lois, de toutes les lois qu'il faut respecter à chaque instant, etc. On sent qu'il y a de l'inertie, une inertie énorme. Voilà. Donc, moi, je leur jette pas la pierre parce que je discute avec eux, je comprends un peu les contraintes qu'ils ont. C'est pas gagné. Donc, pour arriver à faire la transition, il y a plein de choses à faire, et donc notamment, il va falloir à un moment donné qu'on fasse péter quelques verrous, et il y a certaines lourdeurs administratives qu'il va falloir, se mettre sérieusement sur le sujet et enlever certaines lourdeurs administratives pour qu'on puisse libérer les énergies. Mais tu vois, t'imagines un petit peu le temps que ça va prendre. Oui, on n'a pas trop le temps. Et malheureusement, on n'a pas complètement le temps. Ouais. Je vais rester sur les entreprises parce que c'est la partie qui m'intéresse aujourd'hui, mais il y a un truc que tu as dit, 2 choses que tu as dit, qui résonnent et qui s'opposent pas d'ailleurs, et c'est justement ça que j'ai envie d'aller creuser. Tu as dit d'un côté, la première chose à faire, c'est de consommer beaucoup moins. Et ça, les entreprises, a priori, elles n'aiment pas trop. C'est-à-dire que... Sauf si c'est elles qui consomment moins de choses qui leur coûtent de l'argent. Alors, voilà, ça peut être ça aussi. Pourquoi pas ? Mais tu vois, vendre moins, on est plutôt dans une logique encore, et tu vois, quand tu écoutes... les ministres, justement, ils parlent tous de croissance aujourd'hui. Et je trouve ça assez choquant. Moi, personnellement, je trouve ça très choquant que le discours ambiant, encore hier, ce soit la croissance économique, quoi. C'est le seul discours qui vaille. Et pour les entreprises, évidemment, elles sont aussi dans cette logique de croissance économique, et donc elles n'ont pas vraiment envie d'aller ailleurs, parce qu'elles ne savent pas aller... Enfin, elles ne savent pas où aller autrement. Et on a tendance à opposer économie et écologie.
Et d'un autre côté, toi, ce que tu dis, c'est, quand tu prends l'exemple des voitures, et je suis 1000 fois d'accord que sans doute que la voiture individuelle, c'est un concept qui est complètement dépassé, en fait, et qu'il faut réinventer les usages, parce qu'une voiture, 90% du temps, en fait, elle est garée. Ouais. Et que une seule personne d'une voiture de 1 tonne plus... en moyenne, oui. Voilà, une personne de 80 kg max. 1,2 personnes. Voilà, c'est pas forcément très optimisé tout ça. Donc ça implique de réinventer des modèles. Donc ce que tu dis, c'est d'un côté, il faut consommer moins, donc peut-être qu'il faut des nouveaux indicateurs pour les entreprises. Et de deux, en fait, il y a des nouveaux business models qui sont en train de se mettre en place. C'est ça que tu... Il faut. Non, parce que tu dis, consommer moins... Les entreprises, elles ne sont pas très à l'aise avec ce concept. C'est une hypothèse. C'est un concept d'ailleurs. Elles sont, oui, non, mais clairement, en fait, mais ça dépend à quel point elles ont eu l'imagination de penser un autre business model. Tu as un téléphone portable, moi aussi, tu aurais du mal à t'en passer, comme moi. Bon, imagine que demain, la technologie nous permet de le faire durer 2 fois plus longtemps. Ce qui est largement à la portée des ingénieurs. De faire fun, un peu. Ouais, par exemple. On imagine ça. Voilà. Le métier du fabricant de téléphones, si c'est de te vendre des téléphones, s'il les fait durer 2 fois plus longtemps, il gagnera 2 fois moins d'argent. Voilà. Et surtout, il n'est pas sûr de se récupérer sur le prix de vente. Il ne va pas doubler le prix de vente sous prétexte que ça dure 2 fois plus longtemps parce que le consommateur ne va jamais faire ce calcul. C'est clair. Ne va jamais l'acheter. Donc la question, c'est de savoir à quel moment, c'est pas si, mais c'est plutôt quand, est-ce qu'on se met non pas à vendre des téléphones, mais à les louer? Parce qu'à ce moment-là, si on loue des téléphones, ou alors si celui qui prend la main dans le marché, c'est quelqu'un qui te loue un téléphone, c'est-à-dire qui prend la main sur Samsung, sur Nokia, tout ce que tu veux, et c'est lui qui se met à faire la règle du jeu, à ce moment-là, plus le téléphone dure longtemps, plus ça se passe bien pour lui. Voilà. Et moi, je serais prêt à payer un certain prix par mois pour que j'ai tout le temps un téléphone dans la poche, qui marche, qui est à jour avec les dernières applications, qui est réparé si je le casse, etc. Donc, je pense qu'il y a une capacité des consommateurs à accepter l'idée qu'on paye tous les mois pour quelque chose. Et à partir du moment où on a basculé de faire ce nouveau business model, qui est l'économie de la fonctionnalité, on achète une fonction, on n'achète pas un objet, à ce moment-là, il y a un business model pour ceux qui font des téléphones ou qui les louent. Voilà, donc là, ça peut marcher. Donc si on arrive à faire ça, on raccroche le terme PIB à l'usage, au lieu de le raccrocher, comme il l'est très souvent aujourd'hui, à la production des objets. Aujourd'hui, le PIB, il est beaucoup plus proche de la notion de production que de la notion de service rendu par l'économie. C'est ça on parle souvent du PIB comme un mauvais indicateur. Pourquoi ? Parce que justement, il peut être plus ou moins proche de la notion de production, plus ou moins proche de la notion de service rendu. Et il y a plein de cas où les deux notions sont assez différentes. Quand je produis quelque chose pour le mettre à la poubelle, je produis des fringues, j'en ai trop, je préfère les détruire plutôt que de les donner à des assos, parce que je ne veux pas qu'ils soient sur le dos d'un SDF, parce qu'en termes d'image, c'est pas terrible, eh bien, je détruis quelque chose, donc j'ai produit quelque chose, et il n'a pas servi à quelqu'un. Voilà. Donc là, on a un décalage entre production d'un côté et service rendu de l'autre. Quand on produit quelque chose qui est acheté pour ne jamais servir, ou pour servir très très peu à une seule personne, etc., c'est également dommage. Donc un objet peut être utilisé par plusieurs personnes. Voilà. Alors c'est peut-être pas le cas pour une brosse à dents, mais c'est plus facile pour une perceuse, ou une tondeuse, un appareil à raclette. Il y a plein de choses qu'on peut mutualiser. Il y a des choses qu'on peut faire durer beaucoup plus longtemps également. Voilà. Donc tout ça, autour de ça, il va falloir inventer des business models. Et puis si on ne trouve pas des business models particuliers, ou si c'est de l'informel, c'est de l'économie informelle, tu partages ton appareil à raclette avec tes voisins, c'est de l'économie informelle, tant pis pour celui qui fabrique des appareils à raclette. Je veux dire, ils en feront moins, il y aura moins d'activité. Ce qui est important, c'est que le jour où je veux une raclette, je puisse en organiser une chez moi. Voilà, c'est ça qui est important en fait. Il faut qu'on se reconcentre sur ce qui est vraiment important pour les gens, qu'on se reconcentre sur le service rendu par l'économie. Et après, s'il y a des secteurs qui décroissent, ma foi, tant mieux. Enfin, c'est-à-dire qu'après, il faut gérer ça. Et pour gérer ça,
Aujourd'hui, la variable d'ajustement, c'est le chômage. Et ça aussi, il va falloir changer de sortir de ce système-là. Si on travaille moins, j'ai envie de dire, c'était le but de l'humanité depuis toujours que de moins travailler, mais ça veut dire qu'il faut qu'on travaille moins chacun, et pas qu'on soit moins nombreux à travailler. Donc comment on gère la décroissance potentielle de certains secteurs par la réduction du temps de travail. Ça, je suis en train de parler de mon avis personnel, sur le plan politique, de comment il faut gérer ces choses. Et donc, on réduit le temps de travail de manière à ce qu'on soit plus nombreux à travailler. Parce qu'il n'y a rien de pire que de ne pas travailler. Tu culpabilises de ne pas participer à la vie de l'économie, de la société, etc. Tu es moins bien payé et tu es payé par tous les autres. Et puis tu n'es pas intégré socialement. Et tu n'es pas intégré socialement. Première question qu'on pose à quelqu'un quand on le rencontre, après son prénom, c'est tu fais quoi dans la vie ? Exactement. On peut questionner ça, et il n'empêche que c'est la réalité. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je ne sais pas l'emploi, bon, dommage. Donc on aspire pas juste à gagner de l'argent, on aspire à se sentir utile dans la société. Donc il faut qu'on soit très nombreux à travailler, mais travaillons moins. S'il n'y a pas besoin, on ne va pas se faire. Jusqu'à 60 ans. Notre débat, c'est la durée dans la vie. Là, c'est la question, c'est est-ce qu'on est en forme, jusqu'à quel âge on est en forme, etc. Surtout le changement climatique. Et ça dépend beaucoup des métiers. Mais il y a aussi la durée de travail dans la semaine, qui est une question importante. Bien sûr. Et quant à ce genre de conversation avec des CEO de boîtes ou des comités de direction de boîtes, comment ils réagissent ? C'est pas tous les jours que j'arrive à aller jusque-là dans le raisonnement. J'imagine. Même après une fresque du climat, ça dépend complètement du niveau d'ouverture. Je te rappelle qu'en tant qu'animateur, je les fais s'exprimer, eux, sur ce qu'ils pensent. Voilà. Et donc, quelquefois, j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui dit décroissance, décroissance, réduction du temps de travail, moins consommer, etc. Alors, moins consommer, on l'entend souvent. D'accord. Quand on se met à prendre des post-it et à les mettre sur un mur pour dire c'est quoi les solutions, tu peux être sûr qu'il y en a un qui va mettre le post-it moins consommer. Voilà. Donc, les choses se font. Voilà. Mais aller sur le terrain de la réduction du temps de travail, si je veux rester dans ma posture d'animateur, je vais laisser les gens s'exprimer. Je vais peut-être de temps en temps guider un petit peu. Mais, et donc, c'est pas tous les jours qu'avec des CEO, on arrive sur ces sujets-là. Mais en fait, on est très souvent bluffé par le niveau d'ouverture d'esprit des dirigeants sur des sujets comme ceux de la transition et tout ce qu'on vient de dire. Je suis assez d'accord, pour en croiser quelques-uns quand même, je suis assez d'accord que c'est assez étonnant, c'est même parfois dissonant. Oui. De voir leur ouverture et en même temps l'immobilisme de la boîte. Et c'est là quand même la culture de la boîte. Cette dissonance, elle est inévitable. C'est-à-dire, tu es patron d'une grande boîte, tu peux en tant que citoyen avoir envie d'aller dans une direction, avoir un niveau de conscience assez élevé, etc. Il n'empêche que tu es pris par un quotidien, par des contraintes, par une entreprise, des salariés, des législations, des actionnaires, etc. Et donc, il y a des gens qui sont dans la dissonance. Aujourd'hui, là, en ce moment, il y a plein de gens qui sont dans la dissonance. C'est un passage obligatoire. On ne va pas faire un switch du jour au lendemain où le monde, ça y est, il a changé, et ça y est, bon, c'est bon, tout est réglé. On est tous partis dans la bonne direction, il n'y a plus aucune dissonance cognitive, on est tous complètement alignés, en phase avec ses valeurs, etc. C'est pas possible. On peut changer les choses que petit à petit, et donc tu as changé ce truc-là sans avoir changé ce truc-là, et il y a une dissonance pour quelqu'un à un instant T. Et ça, c'est normal, il faut l'accepter. Il faut accepter qu'il y ait aussi des problèmes de cohérence, qu'il y ait des gens qui ont un discours et qui n'ont pas encore complètement fini de l'intégrer complètement dans leur vie et de l'incarner. Voilà. Ça arrive aussi. Donc il y a de la dissonance, il y a un manque de cohérence, etc. Ce qui est important, c'est que les choses aillent dans la bonne direction et bougent dans la bonne direction. Donc c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Il faut regarder le verre à moitié plein aussi, même si tout va pas assez vite. Il faut se concentrer sur le verre à moitié plein et accélérer, continuer d'accélérer, etc. C'est hyper intéressant ce que tu dis sur les dissonances cognitives, parce que je pense à part pour quelques-uns, mais en fait, quelques-uns qui sont très rares en réalité, on a tous et toutes des dissonances cognitives. C'est-à-dire que je pense, il me semble, mais que le niveau de conscience, de compréhension des problématiques écologiques, il est en train de monter de manière assez forte, en tout cas sur la France, sans doute en Europe. Que clairement, notre consommation, elle n'est pas très en train de réduire, donc on est en dissonance cognitive par définition. J'imagine que toi, tu as des endroits de dissonance, moi j'en ai en tout cas, c'est certain. Et en même temps, donc c'est important de dire que c'est OK, pour moi c'est OK d'avoir ces dissonances. Et en même temps, la question c'est de
de s'aligner au fur et à mesure, quoi. Donc en fait, ça vient dans le temps, c'est ça que tu es en train de dire. Oui, complètement, oui. L'enjeu qu'on va avoir, c'est d'identifier ces dissonances, d'identifier partout où ça frotte, et de s'en occuper, et de travailler dessus. J'ai même envie de dire que ça doit être notre méthode de travail. Il faut trouver les endroits où il y a un blocage et les endroits où ça frotte. Parce que dès que ça frotte, c'est que tu es au bon endroit pour changer quelque chose. Voilà. Dès que tu dis quelque chose qui va froisser des gens, qui va mettre des gens en colère, qui va contrer les intérêts économiques d'une entreprise, très probablement que tu es dans le vrai. Voilà. Et donc, il ne faut pas fuir ces choses-là. Au contraire, il faut aller les déclencher. Il faut aller les chercher. Il faut aller jusqu'à... En fait, tant que tu n'as pas mis des gens en colère, j'ai envie de dire, que tu n'as pas contrarié des gens, c'est que tu n'as pas eu d'impact. Voilà. Et donc, il faut aller jusqu'à contrarier des entreprises, contrarier des gens, pour être sûr qu'on est allé au bon niveau, à la bonne vitesse, et que là, on va pouvoir travailler sur ces contrariétés, sur ce qui frotte, et donc c'est un indice, en fait. Voilà, il faut viser ça et chercher ça. Et en même temps, ce que tu proposes, c'est de remettre en question complètement le système de société individualiste. Donc ça frotte beaucoup, quoi. De remettre en question, tu dis, le système de société individualiste, c'est-à-dire qu'on va prendre des objets qu'on va pouvoir partager, alors qu'en fait, la réalité, c'est qu'on n'a pas tous besoin d'un lave-vaisselle tous les jours, on n'a pas tous besoin, effectivement, d'un appareil à raclette, on n'a pas tous besoin d'une voiture, on n'a pas tous besoin... cette culture qu'on nous a vendue depuis 70 ans, finalement, la réalité, c'est qu'on n'en a pas besoin. C'est-à-dire que ça a été une société d'hyper-consommation, mais qui ne correspond à aucun besoin. Maintenant, on ressent le besoin. C'est devenu des besoins, en fait, on s'est habitué. Ouais. Sur la voiture en particulier, c'est intéressant. Les gens réfléchissent. J'avais essayé de discuter avec Aurélien Bigot, entre autres, que tu dois peut-être connaître, je ne sais pas. Aujourd'hui, quand les gens réfléchissent à une voiture, ils se disent « Oui, mais le jour où j'aurai besoin de transporter des poules dans ma voiture, ça serait important que j'ai un 4x4. » Mais combien de fois tu transportes des poules? Jamais. En fait, les 3 quarts du temps, tu vas de ta banlieue à Paris. Même si tu transportes rarement des poules, il n'empêche que tu achètes ta voiture dimensionnée pour ton voyage, pour tes vacances annuelles où tu remplis le coffre, tu mets les enfants dedans, etc. Et tu fais un aller-retour, je sais pas, dans le sud de la France, quelque part comme ça. Tu achètes ta voiture en fonction de ça. Alors que ça va être un 5%, je veux dire, 5% ou 3% de l'usage de cette voiture qui te sert tous les jours à faire un aller-retour quotidien, tout seul dedans, voilà. Et donc, oui, en effet, il y a des choses à complètement repenser, questionner. Mais il faut, tu vois, il faut aussi identifier toutes les... Il faut repenser les offres, en fait. C'est-à-dire que si j'achète une petite voiture qui me permet de faire mon commutage tous les jours là, pour le boulot, qui est pas très lourde, etc., le jour où je veux partir en vacances, il faut que j'ai une offre. Et il faut que je puisse très facilement louer une voiture et que je me dise pas, oh là là, ça coûte les yeux de la tête. Mais il faut aussi apprendre à faire les calculs, parce que la petite voiture qui coûte moins cher, qui prend moins de place, etc., elle est revenue combien de fois moins cher dans l'année pour que finalement, sur l'économie réalisée, je peux sans problème aller louer une voiture, je me fais plaisir, il y a la place pour les enfants, elle est agréable à conduire, etc. Il y a aucun... ça passe, mais il faut faire l'effort de calculer ça, en fait. Ou alors que l'entreprise fasse l'effort pour toi. Ah, aussi, parce que les entreprises sont plus rationnelles dans l'acte d'achat que les particuliers. Il y a une deuxième partie qui m'intéresse dans cette discussion, évidemment, c'est toi en tant que président de la Fresque du Climat, fondateur de la Fresque du Climat, c'est l'animation des... Alors, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord la gestion des équipes qui travaillent à la Fresque du Climat, mais il y a aussi l'animation de toutes les personnes qui, justement, animent les Fresques du Climat. Comment, d'abord, tu fais pour garder ces personnes engagées? Parce que on parle beaucoup évidemment du travail à distance et que c'est compliqué, etc. Mais vous êtes une communauté, on peut dire ça comme ça, enfin il me semble. Comment tu fais pour animer cette communauté? Quels sont les outils? Alors, pour les garder engagés, c'est pas très dur parce qu'ils sont engagés, ils sont à fond. Maintenant, c'est comment je les garde en vie. Comment on évite les burn-out
comment on fait en sorte qu'ils tiennent sur le long terme. Parce que ça, vraiment, c'est un sujet. Donc, c'est vraiment un point très important, que ce soit dans mon entreprise Blue Choice, que ce soit pour l'équipe de permanents de l'association. On est très sensible à ça. Il y a déjà des gens qui ont frôlé le burn-out, qui ont fait des burn-out, etc. Donc, on met en place un management qui tient compte de ça. On fait des formations, d'ailleurs, en ce moment, sur les risques psychosociaux dans l'entreprise, dans les organisations, pour que les gens soient conscients des signaux d'alerte qu'ils peuvent percevoir chez les collègues, qu'ils soient tous en mesure d'exprimer les choses, d'exprimer que là, ils sont fatigués, ils ont besoin de se reposer, etc. Et c'est pas naturel, surtout. Et alors, c'est déjà une plaie du monde du travail, ce surmenage, mais dans beaucoup d'autres entreprises, ça s'accompagne d'une perte de sens qui explique une partie du sujet. Là, c'est pas le cas. Là, c'est pas une perte de sens, c'est au contraire, tu te lèves le matin, tu es conscient de faire un boulot qui va dans le bon sens, tu es conscient que tes collègues et toi, on est en train d'accomplir un truc qui va vraiment pouvoir changer le monde, et tu te donnes à fond. Tu es ultra motivé. Et tu te donnes à fond et tu es prêt à bosser tard, à prendre plein de charges, etc. Et c'est justement là qu'il faut faire très attention et être capable de dire stop, là j'ai trop de travail, je m'arrête là, et prendre soin de soi et prendre soin des autres et être attentif aux signaux que là, il y en a qui sont en train de tirer sur la corde. Ouais, c'est du burn-out militant. Le burn-out du militant, on est complètement là-dedans. Mais c'est vrai aussi, là j'ai parlé des salariés, mais c'est exactement la même chose pour les bénévoles. On a des bénévoles qui vont être référents locaux, qui vont s'impliquer dans l'association d'une façon ou d'une autre, et qui travaillent énormément. Ils vont gagner leur vie d'une façon, faire du bénévolat le reste du temps, et c'est exactement le même sujet. Ouais. Et alors, comment tu fais pour animer cette communauté ? Enfin, malgré tout, c'est quoi les outils que tu utilises ? Est-ce que tu les rencontres de manière régulière ? Est-ce que c'est un email ? Est-ce que c'est... Enfin, même de manière très basique, mais comment tu fais pour animer cette communauté de... c'est pas moi qui anime cette communauté, c'est nous qui animons cette communauté. C'est-à-dire qu'il y a une équipe de permanents, il y a des gens actifs dans la communauté qui eux-mêmes sont en charge d'animer la communauté. Non, c'est un projet collectif depuis très longtemps. Donc on a des référents locaux qui eux-mêmes sont en charge de l'animation d'une communauté locale. Ils vont avoir des dizaines, des centaines de personnes autour d'eux à organiser des apéros, des rencontres, des ateliers pour se former, pour monter en compétences, etc. Ils vont organiser tout ça. Il y a dans l'équipe des permanents, il y a des gens qui sont en charge d'animer ces communautés, de gens qui eux-mêmes sont les animateurs de communautés, etc. Donc c'est en fait des outils assez classiques d'animation de communauté, des emails, des réunions sur Zoom. On a bien pris l'habitude depuis le Covid, c'est bon, on s'y est bien mis là. Des réunions sur Zoom, mais aussi des réunions en présentiel. Et après, ce qu'on essaye aussi de faire, parce que c'est vrai que le distanciel, ça a un petit peu ses limites. La communauté des fresqueurs, maintenant, c'est devenu une très grosse communauté. Quand il y a un fresqueur qui se déplace quelque part, il essaye de rencontrer la communauté sur place, et je le fais comme d'autres. Je vais à Bordeaux, à Nantes, à Strasbourg. Je vais, si je peux, si j'ai le temps, si j'ai la dispo aussi, bien sûr. en termes de charge et de charge mentale, est-ce que je suis prêt ce jour-là à faire un apéro sur place ? Et si oui, je balance une invitation dans le chat local pour dire je suis là tel jour, est-ce qu'il y en a qui veulent prendre un verre, et on fait ça. Et ça s'organise assez naturellement. Donc voilà, on essaye comme ça de profiter des déplacements des uns et des autres pour rencontrer la communauté. Il y a des initiatives qui ont été prises aussi qui vont encore un peu plus loin. C'est notamment... T'imagines, tu as une presta pour un client qui te fait voyager quelque part en Europe, et comme tu n'as pas envie d'y aller en avion, tu vas te taper 20 heures de train, et en ces cas-là, tu fais le trajet en plusieurs fois, tu t'arrêtes à certains endroits, tu t'arrêtes dans des grandes villes dans lesquelles tu vas rencontrer la communauté des animateurs sur place pour faire des animations avec eux, des formations, profiter pour les coacher, pour coacher ceux qui débutent, ou coopter ou valider des futurs formateurs d'animateurs.
Et donc, on a fait ça à plusieurs reprises. Donc, moi, je ne l'ai pas organisé, mais j'ai assisté. Il y a un fresqueur qui a... des fresqueurs, une fresqueuse qui avait organisé ça. Et j'ai fait partie des participants, c'était génial. On a passé une semaine, c'était une colonie de vacances, une vingtaine de fresqueurs à aller comme ça à Copenhague, Stockholm, puis encore une ville plus loin pour faire une presta. Et au passage, on embarquait les référents locaux pour qu'ils viennent animer avec nous. Ah. Et c'était génial. On repart de là en laissant derrière nous une communauté qui sont gonflés à bloc, ultra motivés et qui repartent de plus belle. Et donc ça, il faut que ça c'est quelque chose qui doit devenir un réflexe chez les animateurs, que quand ils vont quelque part, ils se disent, j'en profite pour rencontrer les gens sur place, échanger, discuter, voilà. Et ça entretient la motivation et l'enthousiasme de tout le monde. En fait, le fait d'appartenir, c'est extrêmement important finalement. Il y a un vrai sentiment d'appartenance, oui. Une question que je me posais, évidemment, dans ce que tu décris, c'est... Le fait d'appartenir, donc le fait de créer cette communauté, tu parlais des outils, vous utilisez quoi? C'est sur WhatsApp ou c'est sur... Alors, on est sur Telegram. Je ne sais pas si c'est le meilleur outil, mais à l'époque où on a choisi ça, il y avait une fonctionnalité de plus que les autres et on est resté là-dessus. D'accord. On est dans ce qu'on appelle un lock-in technologique. On est coincé dedans parce que maintenant il y a des dizaines, plutôt des centaines de chaînes Telegram de l'association. Des chaînes, des boucles locales, tout ça. J'imagine. Et voilà, on est sur Telegram. On aurait pu être sur Slack, on aurait pu être sur WhatsApp, on aurait pu être sur plein d'autres choses. Et technologie russe. Ouais, voilà. Donc maintenant on est sur Telegram et voilà. Mais il n'y a pas que ça, enfin il y a d'autres outils, mais souvent c'est ça. Ouais. Bon, on recommande pas mal Telegram en même temps. Ouais, bon, j'ai pas fait de benchmark, je peux pas dire ce qui marche le mieux. Est-ce que cette culture complètement décentralisée, c'est quelque chose que tu as décidé depuis le début? Ça s'est construit de manière empirique? Comment ça s'est fait? Alors, il se trouve que j'ai eu la chance de lire un bouquin qui s'appelle Swarmwise. C'est un pote qui m'a conseillé ça, qui s'appelle Charles Siro. Charles, il fait partie des tout premiers animateurs et formateurs d'animateurs de la fresque. Il m'a mis ça dans les mains entre l'Assemblée générale constitutive, où on était 15 dans un appart, à signer des statuts, donc c'était encore une coquille vide, et la première Assemblée générale où il y a eu du public. Alors, il y a eu quelques dizaines de personnes qui sont venues pour dire, voilà, c'est parti. Entre les deux, j'ai lu ce bouquin. Swarmwise, c'est la méthode d'organisation du parti pirate suédois qui, dans les années 2000, avait connu un essor incroyable autour d'une idée qui est ne laissons pas l'Internet se faire privatiser, on est pour la diffusion la libre circulation des informations, etc. Voilà. Bon. Écoute, en tout cas, c'est le manifeste qu'ils ont. Il y a un gars un jour qui a rédigé un manifeste dans cet esprit-là. Et il a créé, du coup, alors il a été contacté par des dizaines, des centaines et des milliers de personnes qui lui disaient « Je suis d'accord avec ce que tu dis, qu'est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut pousser ça, etc. » Et il a très vite eu le réflexe de dire « Je ne dois pas être le goulet d'étranglement. Allez-y, je comprends que vous avez compris le message, vous avez lu ce manifeste, donc on a un objet simple, clair, identifié, partagé par tous, qui nous dit dans quelle direction on veut aller. Je vous fais confiance, organisez des communautés locales et c'est parti. Et ensuite, il a aussi donné des consignes du type une communauté humaine, l'ordre de grandeur qui marche, c'est une centaine de personnes, c'est la taille du village, c'est le nombre de Dunbar. C'est le nombre de personnes qui tiennent autour d'un feu, enfin, c'est quelque chose qui est ancré dans notre ADN. Donc quand votre communauté dépasse les 150 personnes, vous la coupez en deux, ça fait 2 fois 75 et on se rapproche de l'ordre de grandeur de 100. Et voilà. Il a donné des principes comme ça. Surtout des principes d'organisation, donc le principe de duocratie qui est que tu as envie de faire un truc, tu le fais, et tu laisses pas quelqu'un te dire c'est une mauvaise idée. S'il pense que c'est une mauvaise idée, il a qu'à pas le faire lui. Et surtout, s'il pense qu'on peut faire autrement, il a qu'à essayer autre chose. Voilà. Et donc, j'avais lu ce bouquin qui m'avait beaucoup, beaucoup inspiré, et j'ai retransmis les grandes lignes de ce principe, de ce mode d'organisation à cette première Assemblée générale, et ça a été, je crois, quelque chose d'assez fondateur dans notre mode d'organisation, et qui
qui a permis de délivrer, de libérer les énergies et de donner des ailes à tous les animateurs, tous les participants de cette communauté qui se sont sentis investis de la mission et légitimes pour avancer, organiser des ateliers sans demander l'avis à qui que ce soit, etc. Et oui, en effet, il y a eu cet état d'esprit depuis le début qui mérite d'être... C'est une flamme qu'il faut entretenir, qui mérite d'être entretenue. On a besoin, je pense, encore de faire un travail autour de ça pour que les choses avancent, et notamment un mode de décision. Je dirais pas de gouvernance, parce que la gouvernance, c'est plutôt le truc qu'on utilise pour le côté un peu central, et cette gouvernance, elle a des dimensions horizontales et des dimensions verticales. C'est pas, on n'est pas dans l'horizontalité totale, mais ce que je vais décrire, c'est la règle de Troie, ce qui s'appelait à l'origine la règle des 3 pirates, des pirates suédois. La règle de Troie, c'est quelque chose que l'on doit continuer de pousser et d'expliquer. Ça consiste à dire que s'il y a 3 fresqueurs qui se sentent légitimes pour prendre une décision et qui sont d'accord sur une décision à prendre, ils peuvent la prendre, ils peuvent engager des choses. Voilà. Mais là-dedans, il y a 2 choses qui sont très importantes. C'est être d'accord sur la décision, mais avant ça, être d'accord sur le fait qu'on est légitime. C'est-à-dire que je me sens légitime, je t'estime légitime, je l'estime légitime, et vous deux, vous m'estimez légitime. Enfin, en gros, on doit checker ça. On est 3, on doit checker. Donc ça veut dire qu'il y a quand même il y a 9 checks de légitimité avant de prendre la décision. Voilà. Et juste le simple... Et alors, cette légitimité, elle est tout à fait subjective. Bien sûr. Mais c'est pas grave. Ça suffit. Cette subjectivité suffit pour faire un garde-fou, éviter qu'on prenne des décisions qui ne marchent pas. Et en vrai, cette règle, elle est assez contrôlante, parce que si je vais voir une personne, je lui dis j'ai une idée, est-ce que tu es légitime, etc., et puis est-ce que tu es d'accord ? Oui, je suis légitime, et après, je ne suis pas d'accord, et ben je m'arrête là. Donc en fait, je ne vais pas chercher un autre pour dire... Donc, dans notre mise en œuvre de la règle de Troie, il y a un côté très contrôlant, c'est-à-dire je vais voir quelqu'un, il me répond oui, je suis légitime, je te dis non. Boum, fin de l'histoire, voilà. Mais t'es sûr que... voilà. Non, après, tu peux toujours aller proposer ça au conseil d'administration, par un autre biais, etc., mais ce ne sera plus une règle de Troie. Voilà, et cette règle de Troie fait partie un peu de notre ADN, et on a encore du travail pour que tout le monde comprenne précisément comment elle fonctionne. Ça fait partie des chantiers à venir. D'accord. Et quand tu dis entretenir la flamme, comment vous le faites ? C'est en se déplaçant, écoute, j'ai envie de te dire, il faut demander à la communauté parce qu'ils le font très bien. Ils entretiennent la flamme eux-mêmes. Ils entretiennent la flamme. En fait, un peu comme un forum finalement. Mais oui, enfin, ils se rencontrent, ils font des apéros, quand il y a des fresques à faire à plusieurs, t'as 100 personnes à animer, il faut être 5. On invite les potes, on invite ceux qu'on ne connaît pas, on s'observe animer, etc. Enfin, ils le font tous les jours. C'est les rencontres qui font que ça entretient la flamme. Mais ce qui fait qu'ils le font aussi, c'est parce qu'ils sont habités par une histoire commune à laquelle ils croient. On est bien d'accord ? C'est ça qui fait. C'est ça, et notamment notre raison d'être, qu'on a rédigé là au mois de septembre, en disant que notre objectif dans l'association, c'est d'accélérer la prise de conscience, la sensibilisation sur les enjeux climat, dans le but d'avoir un rôle significatif dans le déclenchement des bascules vers un monde qui préserve le vivant. Et c'est-à-dire que jusqu'ici, on n'osait pas se le dire, on le pensait plus ou moins, mais là maintenant, on l'assume. On se dit, le projet de la fresque, donc bientôt 1 million de personnes qui ont joué, et à ce rythme-là, on va faire des dizaines, des centaines de millions de personnes, ce projet-là est de nature à vraiment déclencher des choses au niveau mondial. Voilà. C'est pas parce que tu as fait la fresque que ça y est, du jour au lendemain, tu bascules, tu deviens végétarien, tu arrêtes l'avion, etc. C'est pas vrai. Mais n'empêche qu'il s'est passé quelque chose. Sur le nombre de personnes qui ont joué, il se passe des choses. Voilà. Et avec les ordres de grandeur qu'on devrait pouvoir atteindre, c'est de nature à ce qu'il se passe des choses dans le monde. Et donc, notre raison d'être a été modifiée récemment dans le but d'assumer maintenant qu'on peut jouer un rôle vraiment significatif au niveau mondial. Et ça, quand on l'a annoncé à la communauté, ça les a complètement électrisés, énergisés. C'était... Et alors j'ai une question à te poser aussi, c'est que plutôt c'est quoi ton rapport au pouvoir ? Parce que tu aurais pu aussi, en ayant cette idée, en voyant comme ça prenait, etc., vouloir que toutes ces personnes soient salariées, que ça génère une énorme boîte, que tu sois à la tête de cette énorme boîte. Ouais. Et c'est pas le choix que tu as fait. Ouais. Et ça dit quelque chose de ton rapport au pouvoir. J'aimerais bien comprendre ce que c'est. Ouais.
C'est pas simple. C'est très compliqué. Déjà, donc, tu as parlé d'hypothèses où j'aurais pu vouloir tout contrôler, avoir que des salariés qui fresquent et ça aurait pu être plus simple, etc. Ça, j'étais persuadé d'une chose, c'est que ça ne croîtrait jamais à la bonne vitesse. Ça, c'était sûr. Voilà. Y a des gens qui ont fait des startups, qui sont allés très vite, mais le rythme à l'époque, c'était un doublement tous les 5 mois. Bonjour, quoi. Bon courage pour faire une start-up qui suive ce rythme-là. J'ai très vite eu l'intuition qu'il fallait que tout le monde puisse s'en servir parce que tous les utilisateurs de l'outil allaient pouvoir, chacun, devenir son propre VRP, aller voir ses contacts, son cousin, son ancien boss, tout ce que tu veux, pour aller lui dire « j'ai un super atelier, je te le fais quand tu veux ». Voilà. Il y avait besoin de ce niveau de démultiplication. Donc ça, c'était très clair. Donc ensuite, il y avait la question du business model, et donc notamment l'outil. Tout le monde peut l'utiliser, y compris pour faire de l'argent, mais quand tu fais de l'argent avec, tu vas reverser 10%. Donc, ces 10% en question, à l'origine, c'était pour moi parce que j'étais l'auteur. Et puis, quand on a créé l'asso, il s'est très vite imposé que ça allait pas être moi qui allais les garder parce que tu ne réunis pas des bénévoles qui se défoncent sur un projet pour enrichir quelqu'un. Oui. Donc ça marche pas. Voilà. Et puis moi, mon but dans la vie, c'était pas de devenir riche, c'était que ce projet avance. Et donc, on a très vite décidé que ça allait à l'association. Donc, 10% de ta facture qui va à l'asso, une entreprise qui déploie l'outil en interne, 3 € par participant, qu'elle va également reverser à l'association. Donc, du coup, j'ai signé un contrat avec l'asso qui lui donne cette capacité à collecter les droits d'utilisation. Donc ça, c'était le point de départ. Et donc, moi, après, personnellement, comment ça allait se passer pour moi, j'étais pas forcément très inquiet parce que dans ma vie précédente, j'ai beaucoup travaillé dans la gestion de projets informatiques et je connaissais le modèle du logiciel libre où tu as des entreprises qui peuvent être des entreprises complètement privées qui font un outil en open source, qui le diffusent à une grande communauté et qui s'en sortent très bien parce que c'est des milliers, pour pas dire des millions, d'utilisateurs d'un outil qui fait sa notoriété. Et cet éditeur, il y a des éditeurs qui sont des communautés de développeurs en mode décentralisé, horizontaux, etc. Mais tu as aussi des boîtes privées éditeurs de logiciels qui font ça. Et ces boîtes privées éditeurs de logiciels qui le mettent en open source vont finalement très bien s'en sortir parce qu'elles ont du business, parce que la communauté a déployé l'outil. Et donc, moi, je pensais, j'étais à peu près sûr qu'il allait m'arriver la même chose. Et donc, j'ai mis l'outil en Creative Commons avec le paramètre by qui dit qu'on cite l'auteur. Voilà, donc, je le donne et en échange, je demande à être cité. Et je me disais, ça va permettre que je m'en sorte, moi, financièrement. Ça a mis du temps. Donc, le retour de Karma a mis quelques années à arriver, mais ça fait 1 an et demi que ça va bien pour Blue Choice et que aujourd'hui j'ai plusieurs salariés. On est bientôt une vingtaine de salariés. C'est encore un peu tendu, hein, on n'est pas encore super confort. Notamment, c'est tendu parce que dès qu'il y a un peu de gras, on se lance dans des projets d'intérêt général qui rapportent pas d'argent. Donc, c'est plus fort que nous. Donc on est toujours un petit peu à la frange là, mais ça va, je veux dire, quand même. Et donc, ta question, c'était le rapport au pouvoir. Pour autant, c'est pas un projet qui est complètement horizontal, sociocratique, etc. C'est dans les projets associatifs, tu as des projets qui sont très horizontaux parce que c'est un collectif qui a lancé quelque chose, et ce collectif, c'est chacun a le même rôle, ils sont réunis, on veut faire un truc. Et tu as d'autres projets associatifs qui sont issus d'une personne, qu'on appelle une personne source, qui est venue avec une idée, qui a porté quelque chose, et c'est cette personne qui porte le sujet. Et donc, la fresque du climat, c'est un projet avec une personne source, et c'est moi la personne source, et dès le début, j'ai dit ces choses, j'ai mis ces mots, et je l'ai dit, et je l'ai répété, j'ai fait même des vidéos pour expliquer comment je voyais les choses là-dedans et mon rôle là-dedans. Et j'ai dit que j'assume d'être cette personne source, j'assume d'être le porteur d'un projet, même si autour de moi, il y a des milliers de personnes qui le portent avec moi.
Voilà. Et ça veut dire que sur certaines décisions, je vais vouloir, de temps en temps, dire que je me réserve le droit de trancher telle ou telle question. Alors quelquefois, ça rend service. Hein. Quand tu as une décision chiante à prendre, en fait, A ou B, en fait, les deux sont à peu près pareils, mais voilà, les deux ont des avantages et des inconvénients, il faut bien trancher, ça peut rendre service de trancher. Quelquefois, c'est beaucoup moins simple que ça, c'est-à-dire qu'il y a des vrais désaccords, du pour, des moins, etc. Dès qu'en fait, on va être sur le cœur du projet, c'est-à-dire l'outil, la propriété intellectuelle, une autre chose qui est la vitesse de déploiement. Hein. Moi, en tant qu'auteur, je confie à cette association le soin de le diffuser, de l'exploiter le plus possible. Voilà. Et cette association, elle doit faire ce que je lui ai demandé de faire, sinon elle perd l'usage que je lui ai confié, l'exploitation de cet outil. Et donc ça, c'est quelque chose qui même encore au-dessus de la gouvernance, en fait. C'est-à-dire que c'est le contrat initial entre l'association et moi, c'est que je donne cet outil à une organisation qui a comme responsabilité que, voilà, c'est parti, il faut que ça déclenche, il faut que ça pète. Et donc, c'est assez structurant. Donc, il y a... le rapport au pouvoir, c'est un sujet hyper intéressant parce que le pouvoir peut te pourrir. Je suis très conscient de ça. J'ai lu un bouquin qui s'appelle The Power Paradox, qui explique que dans les sociétés, on met au pouvoir des gens qui ont prouvé leur attachement à l'intérêt général, et par la suite, ils peuvent partir en vrille. Ouais. Voilà. Et je suis conscient qu'il peut m'arriver la même chose, et je suis très vigilant à ça, et donc ça se passe pas tous les jours facilement avec les gens qui sont dans la gouvernance avec moi, mais tu vois, paradoxalement, il arrivait plus d'une fois que j'utilise cette position de président qui peut de temps en temps trancher in fine. Quelquefois, je l'ai fait pour pousser l'horizontalité. Bizarrement, d'aller contre le réflexe d'un middle management, d'un niveau intermédiaire de gouvernance, etc., de vouloir contrôler. En rappelant que ce projet, à la base, c'est qu'il faut que ce soit ouvert. La licence, elle est ouverte. OK, on prend le risque que de temps en temps, ce ne soit pas qualitatif, etc. Mais c'est ouvert, il faut y aller, il faut foncer, etc. Il faut faire confiance aux gens sur le terrain. Il faut que les référents ils puissent agir, ils puissent prendre des décisions. On met en place la règle de 3. Tout le monde peut décider pour peu qu'on respecte ce mécanisme-là, etc. Et donc, voilà, il m'est arrivé à plusieurs reprises, et je pense qu'il m'arrivera encore à l'avenir, d'utiliser la dimension un petit peu verticale dans notre gouvernance pour assurer qu'il y ait bien de l'horizontalité là où il doit y en avoir. Voilà, c'est un peu paradoxal. Non, mais c'est assez juste. En fait, on se connaît pas, donc je peux pas dire ça comme ça, mais j'ai l'impression que ça ressemble à ce que tu décris depuis tout à l'heure, c'est-à-dire aller porter des projets d'intérêt généraux, et finalement, quand tu dis « je suis pas riche », en fait, tu es riche d'impact. Oui. Ce qui m'importe le plus, c'est l'impact. Voilà, c'est ça. Tout en ayant suffisamment pour vivre, et donc ça fonctionne, je veux dire. Enfin, j'imagine. Et c'est une autre forme de richesse, et je crois que c'est plutôt une richesse du 21e siècle qu'une richesse du 20e siècle. C'est les changements d'imaginaire qu'il faut qu'on mette en place. C'est que la vraie richesse, c'est celle-là. C'est le levier que tu peux avoir sur le monde. D'ailleurs, dans Power Paradox, quand il parle de pouvoir, c'est ni l'argent, ni le pouvoir au sens où on l'entend habituellement, c'est ta capacité à changer le monde. Voilà. Donc c'est ça je pense que c'est ça qui doit devenir les nouvelles références, repères dans la société. Les repères sociaux, ça doit être ta capacité à bouger les choses dans le bon sens. Je crois que c'est en train de se mettre en place, non ? Enfin, je trouve que ça va dans ce sens-là, oui, complètement. Ouais. Parfait. Ouais. Merci beaucoup, Cédric. C'était super. C'était super. Merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir écoutés, regardés. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux où vous voulez. Et moi, je vous dis à un prochain épisode.